l'école, est-ce que justement ce qui reste en termes de problématiques, ça peut pas être justement leur identité genrée qui peut se constituer comme un problème, ou est-ce qu'il s'agit aussi d'un conflit sur la signification même de la parure, c'est-à-dire que est-ce que la façon dont elles inscrivent de la signification dans leurs vêtements, elle est différente de celle des adultes, notamment parce que ça porte, selon elles, des normes différentes en termes, par exemple, féministes. Et donc, passons maintenant à mon. Parfois, je parle un peu trop vite, mais n'hésitez pas à faire un signe. Voilà. Tout le fait, c'est du coup pour approfondir un peu sur mon cadre théorique, en tout cas pour expliciter mon raisonnement. Ce que j'appelle ordre de genre, c'est par un emprunt à Isabelle Claire lorsqu'elle parle d'un ordre hétérosexuel dans un article qui s'appelle La lutte, le PD et l'ordre hétérosexuel. J'appelle ça un ordre de genre, c'est un ensemble de normes, de valeurs et de pratiques qui va être orienté par le genre de façon qui soit relativement cohérente, et donc ça va être aussi les possibilités de résistance que cet ordre de genre peut rencontrer. En pratique, moi je parle plutôt d'hégémonie par le système hétéropatriarcal et d'autres qui vont résister à cet ordre de genre hégémonique qui se pose en concurrence. Ça va être donc des ordres de genre dits féministes. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit aussi de prendre au sérieux euh, bah, oui, plus d'un siècle de lutte féministe, c'est que de dire que ces luttes-là, elles ont façonné l'espace social de façon suffisamment conséquente pour pouvoir se constituer en ordre de genre et donc aussi proposer des socialisations féministes, des éthos féministes, etc. Le raisonnement qui va suivre, il repose sur plusieurs acquis. D'abord, une école de la reproduction masculine, puisque l'institution scolaire, elle a non seulement transmis un ensemble de normes et de valeurs d'apprentissage, mais aussi elle a une puissance de socialisation corporelle, avec une transmission de ce qui va être des normes pratiques de la bourgeoisie, et va aussi instituer ce qui est la bonne ou la mauvaise féminité, ou la bonne ou la mauvaise masculinité, féminité et masculinité, qui sont par ailleurs deux entités bien distinctes. Tout cela, ça va évidemment construire en tout cas induire un contrôle vestimentaire genré, et ici encore, je fais référence à la thèse dans le cours de Camille Leroy. Premier acquis, c'est donc ça. Deuxième acquis, c'est que le vêtement, il va être considéré comme un moyen de subjectivation, donc un moyen d'appropriation des normes, un moyen d'incorporation de celles-ci, d'un sujet genré, d'un sujet de classe et potentiellement aussi d'un sujet politique. Troisième acquis, donc, c'est que il y a une possibilité de pratique de dissidence en contexte de domination. Et c'est ici pardon, que le champ des des girls studies, pardon, il entend étudier la position particulière des filles qui sont souvent considérées, notamment dans la sociologie, même dans la sociologie critique, elles sont souvent considérées comme absorbant passivement la culture dite de masse. Néanmoins, elles sont évidemment des capacités, d'agencement et de bricolage culturel. Elles s'en servent pour résister aux institutions, notamment scolaires, et les avancées des luttes féministes, je l'ai déjà dit, mais elles ont changé la composition de l'espace social, ce qui permet notamment de prendre en compte et de prendre au sérieux un ordre de genre féministe dans lequel les filles ont a priori grandi et que cet univers il soit doté de valeurs propres et pas seulement des réponses à des stimuli de l'ordre hétéropatriarcal. Sur ça, il y a une vidéo plus détaillée évidemment en fin de diapo. Donc, sur mon cadre à moi, j'insiste un peu aussi sur les girl studies, donc d'un point de vue épistémologique, mais aussi d'un point de vue de pratique de la recherche, c'est que l'objectif, c'était de décentrer la focale du monde adulte pour essayer de comprendre celui des adolescents. C'est-à-dire, il s'agissait pour moi de comprendre comment elles font l'expérience de leur monde social, comment elles s'agencent dans un lieu et un temps donné de l'espace social, avec son espace, son ensemble de valeurs qui soient socialement et historiquement situées. Ce décentrage de la focale adulte, il était extrêmement important pour moi et il était surtout d'autant plus facile pour moi à l'époque qu'au-delà de positions épistémiques, j'avais moi-même entre 20 et 21 ans et que les souvenirs de discrimination humiliante vécus sur la base de mes tenues vestimentaires, que ce soit au collège ou au lycée, étaient encore suffisamment frais pour que je me rappelle ce que ça provoque. Voilà. Voilà pour le tour d'horizon. Ici, ce que je vais venir travailler du coup plus précisément, c'est pas tant les stratégies des personnels scolaires, leur raison d'agir pour maintenir le règlement ou pour le contourner, que la façon dont les élèves veulent, en contexte scolaire, elles vont utiliser la parure et comment est-ce que la parure elle vient cristalliser ces engagements féministes. Donc, sur les socialisations au féminisme et à l'antiféminisme pop, sa socialisation au féminisme se fait notamment par les réseaux sociaux numériques et en particulier par TikTok. Le féminisme pop, je le définis dans la suite de Claire Blandin, ma directrice de thèse, mais bon voilà, et d'autres personnes comme étant la dilution au double sens d'incorporation et d'affaiblissement du féminisme dans la culture pop. Pardon. Donc les élèves, tous les classes, mais tous les italiques sont des élèves dans mes carnets de terrain. Les élèves elles passent beaucoup de temps en fait, sur TikTok.
le média qu'elles me semblent le plus consommées. C'est-à-dire qu'elles sont dessus dans le métro, puisque bon, pour aller au sport, j'étais obligée de prendre le métro avec elles, et donc moi dans le métro, j'en laissais avoir leur téléphone. Toujours est-il qu'elles lançaient un peu leur sujet sur leur téléphone dans le métro, et qu'elles faisaient que regarder TikTok, elles fredonnaient des chansons TikTok, elles répétaient les chorégraphies qui étaient associées sur les réseaux sociaux numériques à ces chansons. En l'occurrence, moi à l'époque, c'était Say So de Doja Cat. Elles en parlent entre elles, en mode t'as vu ce TikTok, je l'ai vu sur TikTok, etc. Et donc à savoir que TikTok, comme toutes les plateformes de culture dites de masse, ont une quantité non négligeable, en tout cas hébergent une quantité non négligeable de contenus qui font entrer le féminisme dans un répertoire culturel mainstream. Et rien n'en parlera probablement, peut-être mieux que moi, au risque de dépolitiser ce féminisme dans une forme de féminisme néolibéral. Et ici, je fais particulièrement référence à la travaux de Angela McRobbie sur le post-féminisme, et qui montre donc comment est-ce que, à force d'incorporer le féminisme dans la culture populaire, on le prend pour acquis, ce qui voudrait dire que lutter ne sert plus à rien. C'est un peu l'idée de dire, bon, une fois que vous avez le droit de vote et la parité, vous allez arrêter de nous embêter. Voilà. Donc en fait, même si je n'ai pas eu un accès direct à leur consommation de contenu féminin sur les réseaux sociaux numériques, il y a vraiment fort à parier qu'elles en ont plein leur For You page. Toujours est-il que, au-delà des réseaux sociaux numériques, ça s'inscrit aussi dans leur vie analogique. En fait, c'est vraiment entré dans leur répertoire quotidien, puisque c'est entré dans leur champ de référence commune. Comme vous le voyez donc sur cet extrait de carnet de terrain, je discutais avec des élèves de 5e, qui étaient mes préférés, donc c'est aussi celles sur lesquelles j'ai le plus de notes, parce que c'est celles avec lesquelles je passe le plus de temps. Et elle me demandait donc, bon, il s'appelle comment ton meilleur ami, t'as des amis, et je leur dis, oui, moi j'ai mon meilleur ami, il s'appelle So. Et les deux me répondent avec beaucoup d'ironie, ah, c'est un garçon, mais c'est dégueu, mais vous avez jamais envie d'aller plus loin, mais c'est pas possible, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Elle faisait plein de blagues là-dessus, et après elles se disent l'une à l'autre vraiment tous les clichés, donc en démontant immédiatement ce qu'elle vient de dire. En fait, elles utilisent l'humour pour parler d'enjeux féministes, en l'occurrence, bon, nécessaire attirance sexuelle hétéronormée entre une fille et un garçon, et ça montre que le féminisme, c'est entré dans leur répertoire, c'est entré dans leur quotidien, et qu'elles se le sont appropriées dans leurs interactions quotidiennes, ordinaires. En tout cas, c'est une grille de lecture qui est partagée. Donc ça, c'était pour les filles qui parlent de féminisme sous couvert d'humour, mais il y a aussi évidemment les garçons qui, sous couvert d'humour, font passer des messages anti-féministes pour énerver les filles, ce qui par ailleurs fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, j'attendais les 5e pour partir en cours de PS, et j'entendais deux élèves qui se disputaient, donc Rosa et Lucas. Oui, c'est ça. Rosa et Lucas, et Lucas, en fait, donc je m'approche pour évidemment les séparer. Lucas faisait que répéter à Rosa, la place d'une femme, c'est à la cuisine, la place d'une femme, c'est à la cuisine. Pour celles et ceux qui ont la référence, la place d'une femme, c'est à la cuisine, c'est un mème récurrent sur les réseaux sociaux numériques qui notamment a été popularisé par des vidéastes masculinistes comme le Roi des Rats, et aussi sur un forum en ligne qui s'appelle le Jeux vidéo 1825. Voilà, donc en fait, l'utilisation de références pop de la culture, enfin de pop culture numérique, elle se fait à la fois avec et contre le féminisme. Il va également y avoir une circulation entre la vie numérique et la vie analogique, je sais pas trop de meilleurs termes, mais bon, voilà, la vie hors ligne en tout cas des élèves, puisque ces revendications féministes, elles viennent s'inscrire de façon visuelle dans l'établissement. Donc ça va être tout ce qui est les tags, les stickers dans les toilettes. Je vous ai laissé mes 3 préférés. Voilà. À mes yeux, il est intéressant de s'intéresser sur le dernier qui, du coup, est coupé, mais je vais vous le redire. Donc, le dernier tag, il dit « Arrêtez de faire les féministes sur Instagram alors que vous êtes raciste, transphobe, merci, homophobe, islamophobe, pro-Le Pen, plus tout le reste. » Ce tag, au-delà d'être super, il nous dit plusieurs choses. C'est que des revendications plus radicales, en tout cas au sens de plus intersectionnel, existent. C'est-à-dire que c'est pas juste des revendications sur la parité, l'égalité des salaires, etc., qui sont des revendications dites de l'espace de la cause des femmes, pour citer Laure Bérény. Mais je veux dire que ces revendications, elles existent, mais elles existent dans un espace reclus, dans un espace non mixte, et dans un espace non accessible aux adultes, que sont les toilettes. Première info. Deuxième info, c'est qu'il existe bien des féministes sur Instagram au sein de cet établissement et qui sont portées des revendications d'un féminisme mainstream et dépolitisé. Ainsi, au-delà de la vie, en tout cas, la vie analogique des élèves, elle est remplie de références à leur vie numérique, que ce soit des références de pop culture, des conflits entre antiféministes et féministes, voire entre différents registres, entre différents types de revendications féministes. Donc il y a bien une socialisation féministe des élèves à Dubarry et des discours féministes, quel que soit le contenu de ces discours par ailleurs, ces discours se revendiquent comme féministes. Maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que ces revendications elles viennent s'incarner dans la parure des élèves.
La parure, je le redis, mais c'est du coup à la fois les vêtements, mais aussi la coiffure, le maquillage, c'est tout ce qui va composer le style au-delà de juste le vêtement. Donc, les revendications vestimentaires, ça va être ce que j'ai appelé des aesthétiques de résistance. Le terme aesthétique, c'est un terme qui vient de mon terrain, parce que c'est celui que mes élèves les élèves utilisaient. Voilà. Je reprécise quand même parce que c'est assez important, mais c'est un établissement avec un règlement vestimentaire qui est vraiment assez. En tout cas, ces résistances au règlement, ça donne lieu à différentes stratégies d'adaptation et surtout de contournement des normes vestimentaires prescrites par du barreau. Précision aussi, toutes les images que j'ai utilisées, c'est des images de droit de Pinterest parce que je me refusais à prendre en photo les élèves pour des raisons évidentes. Bon. En fait, elles avaient toujours soit les crop tops étaient cachés sous des vestes, les cheveux ils étaient colorés, mais seulement dans la partie, comme on le voit là, la partie cachée, c'est-à-dire que dès qu'elles avaient les cheveux détachés, ça se voyait plus. Dès qu'un surveillant partait, elles se rattachaient les cheveux avec les cheveux roses dessous. En tout cas, ça leur donnait la possibilité de changer d'apparence selon le contexte interactionnel. Un autre truc qu'elles faisaient tout le temps, c'est quand elles avaient des crop tops, elles nouaient leur veste autour de la taille, comme ça cachait le bout de peau apparent interdit. Et donc en fait, ça leur permettait vraiment de s'agencer selon un contexte situationnel. Ça, c'est pour présenter parce que ça existe, mais ça ne me semble pas le plus intéressant. En fait, c'est qu'elles avaient, selon les différents niveaux scolaires, elles avaient trois micro-normes vestimentaires qui étaient propres à ces trois niveaux scolaires différents. Évidemment, là, on fait face, enfin, ce que j'ai fait, c'est la construction d'un idéal type, donc c'était pas exhaustif, c'est-à-dire que toutes les quatrièmes ne s'habillaient pas comme ça, mais qu'en tout cas, c'était des répertoires typiques dans lesquels chacune venait piocher. Donc les quatrièmes, elles avaient un peu des styles qu'elles appelaient alternative girl, emo girl, et en tout cas ce que moi j'appelais être une distinction par rapport à la féminité bourgeoise. C'est-à-dire que leur forme de résistance, c'était de jouer sur des causes de la contre-culture, d'où le style qu'elles appellent alternative d'ailleurs elles-mêmes. Elles vont utiliser et détourner des symboles militaires, donc tout ce qui est pantalon cargo, motif camouflage, t-shirt de groupe de rock, maquillage très chargé. Elles vont aussi avoir des dogmes artistiques, c'est des bleus de travail. Donc moi, les bleus de travail, je trouve ça super intéressant. Et en tout cas, elle, bon, en l'occurrence, elle se situe souvent à la limite de l'interdit, mais en fait, il y a toute une fraction d'éléments de ce vestiaire-là qui ne sont pas explicitement interdits par le règlement intérieur, mais qui évidemment, enfin, qui du coup sont par défaut autorisés, mais qui évidemment contreviennent à l'éthos attendu par l'institution. Le surveillant général disait à ce propos lors de mon entretien d'embauche qu'il aimait bien les voir habillés pour les oraux, les garçons en chemise et les filles en robe. Donc en fait, on voit bien ici qu'on attend d'elle un certain type de féminité. Et ce certain type de féminité, c'est quoi? C'est une féminité respectable, traditionnelle, bourgeoise. Et ici, je renvoie notamment à l'article d'Elsa Favier, issu de sa thèse sur les femmes à l'ENA, qui parle de qu'est-ce qu'on attend comme une féminité respectable, donc des maquillages peu chargés, une féminité qui ne soit pas ostentatoire, et qui soit plutôt traditionnelle. Voilà pour ce qui est des quatrièmes. Ensuite, il y avait les cinquièmes. Les cinquièmes, leur technique, c'était de sortir de la féminité. En fait, si donc, le surveillant général, qu'on va appeler Monsieur Roussel, il attend un certain type de féminité, mais avant tout, il attend de la féminité tout court, quoi. Or, certaines élèves, particulièrement les cinquièmes, elles profitaient de la constitution du sujet scolaire comme masculin par défaut pour explorer leur propre masculinité. Donc, elles empruntaient beaucoup au vestiaire masculin de la culture populaire. Donc, elles avaient des baskets de skate, des pantalons baggy, des t-shirts, des vestes extrêmement larges. Elles sont très peu maquillées. Elles avaient les cheveux courts, ce qui réaffirmait pas du tout leur féminité, au contraire. Et toutes ces formes de micro-pratiques dissidentes du genre, elles sont évidemment vouées à le troubler, et elles le troublent d'autant plus qu'elles font le lien avec les identités lesbiennes, puisqu'elles n'hésitaient pas à se revendiquer soit lesbiennes et ou bi, elles avaient plein d'histoires d'amour entre elles, etc. Et ce qui va lier aussi leur style vestimentaire avec la masculinité lesbienne, ce qui s'inscrit dans une longue culture de la bouche d'abord et de la masque ensuite, et vient réaffirmer ce trouble-là. La masculinité vestimentaire, elle est d'ailleurs presque revendiquée, comme lorsque élève A, qui est donc une élève de 5e, qui était habillée ce jour-là avec un bermuda en jean et un t-shirt noir. Elle est venue, elle m'a annoncé fièrement. Aujourd'hui, ma mère m'a dit que j'étais habillée comme un garçon. Ce qui, moi, m'avait fait plaisir. Bref, cette exploration de leur masculinité, elle se fait donc, notamment par une affiliation à la culture et à l'identité lesbienne, et elle leur permet de résister à l'injonction scolaire de genre, donc aux restrictions vestimentaires, tout en se servant d'éléments dans un répertoire vestimentaire autorisé, mais masculin.
Dernière micro-norme, c'était les troisièmes. Les troisièmes, donc ça c'était en plein début de ce qui a été ensuite la clean girl. Donc le clean girl look, c'est des pratiques vestimentaires autorisées et valorisées par l'ordre de genre hégémonique et par l'ordre de genre scolaire. Le détournement, donc ici, se fait vraiment pas tant par la parure que par les comportements qui vont y être associés. Donc, en fait, elles sont, comme vous le voyez là, mais habillées avec des jeans Levi's, des baskets Nike Air Force One précisément, des chemisiers, des t-shirts blancs qui sont épais, donc du coton qui paraît lourd. Elles ont les cheveux de couleur naturelle, elles ont les cheveux lisses. Leur maquillage, il est plutôt discret. En fait, il correspond plutôt à la bonne féminité, en tout cas à la féminité qui est attendue par du bal. Néanmoins, ces filles qui, en correspondant aux normes, et en tout cas en étant à la mode, elles sont particulièrement populaires, ce qui va se traduire par une désirabilité sur la scène de séduction hétérosexuelle de leur classe d'âge. Ça, c'est pas spécifique à Dubarry. Shona Pomerantz a montré, pareil, dans sa thèse, que les filles à la mode étaient celles qui étaient le plus désirables et donc les plus populaires, ce qui induisait plein de scènes de séduction. En fait, ces élèves-là, elles sont hyper courtisées par les garçons de leur classe d'âge, les autres garçons populaires. Elles ont plein d'histoires de cœur et elles ont plein d'histoires de cœur imbriquées entre elles, de machine Lex, de machine Messé, également la meilleure amie. Enfin, vous voyez le truc. Toujours est-il que cette séduction, elle est jugée néfaste, elle est jugée inappropriée en contexte scolaire. Donc ça, c'était des extraits de mes notes de terrain. Donc Madame T, c'était une surveillante assez âgée et elle était connue pour être assez stricte. Lorsqu'elle rentre dans les toilettes, elle dit: oh là là, encore elle, attends, je vais vérifier ce qui se passe parce qu'il y en a marre de les voir avec les garçons. Pareil, surveillance de la récréation de 10 heures, une fois, Monsieur Roussel, surveillant général, et Monsieur, Monsieur C. Il me demande d'aller surveiller les étages pour vérifier que les élèves ne sont pas en train de fricoter ou de se faire des bisous. Ces filles, elles font donc l'objet d'une surveillance particulière liée à leur sexualité, en tout cas à leurs histoires romantiques. Et ça correspond tout à fait à l'état de panique morale que décrit Michel Boson, dû à une sexualité précoce. En fait, c'est-à-dire que les surveillants ne semblent pas s'intéresser à leurs pratiques affectives et sexuelles pour elles, mais ne s'intéressent plus à ça parce que ça, comment dire, en tout cas, si elles ont une pratique affective et sexuelle jeune, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus jouer le rôle de régulateur censé réfréner la sexualité débordante des garçons, ce qui évidemment répond à plein de stéréotypes sexistes. Ainsi, donc leur constitution en tant que sujet conforme à l'école, elle se fait par des parures qui sont certes valorisées par la forme de l'institution scolaire, mais aussi, et grâce à un effet de mode, la clean girl, c'est aussi valorisé par les garçons de leur classe d'âge, et donc ça va être des pratiques vestimentaires autorisées, mais désirables, ce qui en fait un sujet inapproprié en contexte scolaire. Les résistances à l'ordre de genre de Dubarry. Elles s'incarnent dans la parure au travers donc d'esthétiques populaires sur les réseaux sociaux numériques et qui, dans le cadre scolaire, et le temps donné des controverses vestimentaires auxquelles elles font face, deviennent des esthétiques dites de résistance. Cependant, ces transgressions, elles ne sont autorisées que parce que depuis la place privilégiée qu'ont les élèves au sein de l'espace social, c'est-à-dire que ces dernières ne sont pas que dominées dans le conflit, évidemment, et elles vont puiser dans leurs ressources de classe et de race pour s'opposer à l'ordre scolaire. Donc, quand je parle de race trigger warning, je ne parle évidemment pas de race biologique, mais d'un rapport social et de la place statutaire qu'occupent les élèves au sein de ce rapport social de race. Voilà. Donc, en fait, pour elle, il s'agit de garder la mesure, de ne pas trop faire wesh. Donc, en fait, pour les personnes qui ont un style masculin, les cinquièmes en l'occurrence, déroger à son genre, soit, mais elles semblent savoir qu'elles ne doivent pas ressembler à la figure du jeune de cité sous peine d'être stigmatisées. Sur le jeune de cité, je renvoie encore aux travaux de Camille Lavoisière. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte de cet extrait de conversation. Je n'ai pas accès à des entretiens avec les élèves car je suis à couvert. Donc, pour essayer de capter un peu leur goût et leur dégoût, je m'essaie à plein de styles vestimentaires différents et de toute façon, évidemment, les élèves passent surtout à commenter comment est-ce que les autres sont, comment les adultes, à commenter les adultes. Donc, ouais, je les entendais tout le temps commenter mes tenues. Donc, je m'essayais à différents styles vestimentaires comme j'avais pas accès aux entretiens. Ce jour-là, je sais que le surveillant général, il est en formation, donc j'en profite, je vais venir en jogging au travail avec des baskets TM. Donc j'entends des filles de cinquième parler de ma tenue, l'une dit à l'autre, pardon, oh, t'as vu ces chaussures, elles sont cool, oui, mais là, ça va pas avec le reste, oui, c'est vrai, il faut que ce soit bien porté, là, c'est pas le cas, ça fait trop wesh.
Donc, dans leurs mots, elles disent qu'avec leur style, il faut bien porter les différents éléments du vestiaire masculin, en tout cas faire attention à ne pas faire trop wesh, c'est-à-dire tomber sous le coup du stigmate de classe et de race signifié par la parure, quand bien même elles sont blanches et bourgeoises par ailleurs. Donc elles connaissent les limites à ne pas franchir et elles doivent tenir leur assignation de race et de classe, qui sont par ailleurs des ressources symboliques là où le genre ne l'est pas. Les ressources de classe sont donc un élément facilitateur pour sortir de la domination scolaire, et ce pour deux raisons. D'abord parce que si on s'intéresse un peu plus finement, donc, mais j'ai déjà évoqué, mais au type de col blanc, c'est-à-dire des personnes habillées là en costume, etc. Donc en fait, dans les classes créatives auxquelles elles appartiennent, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt, et ça je l'ai remarqué quand j'ai eu accès au rapport de stage des troisièmes. Évidemment, bon, tous au début, le rapport de stage remercier leur mère, leur père pour avoir trouvé ce stage dans la maison d'un pied là, dans l'agence de pub de machin, dans tel mode de prof, voilà. Mais en fait, elles sont plutôt destinées à devenir journalistes, être dans le secteur de la mode, de la pub, des jeux vidéo, en tout cas, bah, c'est tout ce qu'on appelle la classe créative. Et tout ça, ça va donner moins de prise sur le contrôle de la parure à l'institution scolaire, puisque la justification de socialisation vestimentaire à visée d'apprentissage de c'est quoi le vêtement professionnel. Donc, oui, quand vous serez adulte et que vous aurez un vrai travail, vous pourrez plus vous être comme ça. En réalité, quand elles seront adultes et qu'elles auront un vrai travail, si elles travaillent dans le secteur de la mode, elles pourront venir en crop top sans problème. Et donc, comment dire, cette justification, elle n'est que peu valable dans ce cas-là. Première raison, donc, le fait que ce soit des classes créatives. Deuxième raison, c'est qu'en fait, les élèves elles bénéficient d'une autorité de classe dans le champ scolaire, c'est-à-dire qu'elles sont certes dominées en âge, en genre et en position statutaire au sein de l'institution parce qu'elles sont élèves, quoi, mais elles vont bénéficier d'une supériorité de classe par rapport à l'immense, immense, immense majorité des personnels scolaires, puisque les surveillants et surveillantes, ce sont donc soit des personnes jeunes en études qui doivent travailler pour compléter leurs revenus, soit des femmes plus âgées issues de l'immigration nord-africaine et des classes populaires. Le personnel d'entretien et d'accueil, de même, c'est que des personnes issues de l'immigration et de classes populaires. Et pour ce qui est du personnel d'encadrement et d'enseignement, ça va être des classes moyennes supérieures qui ont assez peu de capital économique et surtout, du moins, beaucoup moins qu'elles. Pour vous donner une idée, moi j'avais une élève qui m'a dit sur l'île, et l'île c'était l'île de la cité qui était. Enfin, voilà, ce genre de bourgeoisie, quoi. Donc, dans le champ que constitue l'école du Barry, ce qui leur laisse une marge de manœuvre, du moins leur apporte de la ressource symbolique suffisante pour protester, c'est leur position dominante du point de vue de la classe. Cette domination de classe, elle est accentuée aussi, et c'est important, je pense, de le souligner, notamment ici, par l'aspect privé de l'enseignement, puisqu'en fait, les professeurs et les personnels encadrants sont littéralement leurs employés, et les élèves le savent très bien. Par exemple, j'avais une professeure qui régulièrement se plaignait du clientélisme en fait des parents évidemment et que ça a donné sa pédale. Fin de citation. Et ou alors lors de la fête des terminales, il y avait des étudiants qui avaient décidé des élèves qui avaient décidé de saccager les étages, qui évidemment quand ils se sont fait exclure, ont passé leur temps à hurler c'est chez moi ici, c'est chez moi ici, c'est moi qui ai payé les murs. C'est ils étaient très conscients du fait que c'est l'enseignement privé, et donc ça leur appartient. Voilà, j'ai parlé peut-être un peu vite. Pour conclure, les controverses vestimentaires à Paris, elles s'inscrivent dans un conflit d'ordre de genre qui va être nourri par des socialisations féministes et du féminisme pop, notamment via les réseaux sociaux numériques. Les élèves, elles s'approprient des répertoires esthétiques issus de la culture numérique, donc des esthétiques, des références pop, de l'humour, des mèmes, etc., qui, une fois transposées dans l'espace scolaire, deviennent des formes situées, en tout cas, de résistance dans l'ordre de genre hégémonique. Ces résistances, elles restent toutefois socialement conditionnées, c'est-à-dire qu'elles sont rendues possibles et limitées par les ressources de classe et de race qui, d'une part, protègent les élèves des sanctions les plus lourdes, mais aussi encadrent ce que va être une progression légitime. Plus globalement, cette analyse, elle invite, en tout cas elle espère inviter, à prendre au sérieux les cultures adolescentes numériques et ordinaires notamment, pour comprendre comment se composent et se recomposent aujourd'hui les rapports de genre à l'école et aussi en dehors. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir été claire.